tous! Cet été, j'ai eu pas mal de temps pour lire et j'ai pu découvrir 25 ouvrages que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai commencé par une lecture en demi-teinte, le second tome des Murmures du Char de Pierrick Derrien, un auteur auto-édité. J'avais vraiment adoré le premier tome, mais malheureusement trop de temps s'est écoulé entre ma lecture du second tome et cette lecture m'a laissé de marbre. C'est un roman que j'ai chroniqué, je vous laisserai un lien dans la description histoire de pas trop m'étaler là-dessus. Puis j'ai terminé le troisième tome de L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Ce témoignage très vivant et authentique sur le Moyen-Orient m'a accroché de bout en bout et j'ai dévoré les 3 BD en quelques jours. L'Arabe du futur va sûrement devenir un classique de la BD témoignage et je vous encourage vraiment à la découvrir. Le quatrième et dernier tome sort le 27 septembre si ça peut vous encourager. J'ai ensuite enchaîné sur les second et troisième tomes de Expérience Noah Thorson de Michel Gagnon. Une trilogie facile d'accès sur le hacking et un thriller sacrément palpitant qui n'en est pas pour autant transcendant. Malgré quelques petites erreurs sur des concepts informatiques, c'est une trilogie que j'ai, dans l'ensemble, bien aimée. Par contre, la fin m'a vraiment déçue parce que je l'ai trouvée beaucoup trop précipitée. Après ces finissages de saga, j'ai enchaîné sur ma découverte de Stephen King, un auteur bien sûr cultissime, avec son roman Running Man qu'il a écrit sous le nom de Richard Bachman. C'est un thriller déroutant avec une bonne dose de fantastique et de dystopie, et malgré son côté étrange et même un peu glauque, il m'a beaucoup intéressé. Je n'ai bien sûr pas oublié mon petit côté mordu des sciences et j'ai ensuite choisi de découvrir Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, qui est tristement mort il y a quelques mois. Malgré sa publication assez ancienne pour un livre de vulgarisation, puisqu'il est paru pour la première fois dans les années 1980, il en reste très actuel et constitue une bonne porte d'entrée à la physique théorique. Il est effectivement très facile d'accès parce que l'écriture d'Hawking est très imagée. Malgré qu'il faille quand même quelques petites connaissances pour l'aborder et que certaines conjectures, thèmes, principes pourraient être un petit peu obscurs pour certains, il n'en reste néanmoins que, à mon sens, il convient à tous qu'on soit amateur ou pas. Hawking nous fait voyager à travers le temps tout en nous apprenant des tas et des tas de choses, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cet ouvrage. C'est un très beau voyage qui nous présente l'horizon d'une théorie qui rassemblerait la relativité générale et la physique quantique que je vous recommande. Je suis ensuite restée sur ma lancée scientifique et j'ai choisi de découvrir cette fois-ci Isaac Asimov avec La fin de l'éternité, son roman qui ouvre l'histoire du futur. Voilà un roman extrêmement intéressant qui questionne sur notre humanité, notre façon de vivre et notre avenir. La question du voyage dans le temps est rudement bien posée et m'a fait beaucoup réfléchir, de même que celle de la conquête spatiale. C'est un roman très philosophique, mais aussi et surtout très addictif. L'histoire est vraiment géniale et le protagoniste principal très attachant. Bref, si ces quelques mots vous donnent envie, je ne peux que vous encourager à ouvrir ce livre et à le lire. Plongez-y les yeux fermés car ça vaut vraiment le coup d'œil, Asimov n'a pas volé son titre d'auteur culte. Continuant ma découverte de ces auteurs, dont je n'ai pas pu encore découvrir un seul de leurs livres, j'ai décidé de me pencher sur Bernard Werber et son dernier roman Demain les chats. Je vais commencer par dire que je connais le personnage, mais je ne m'interdis jamais de lire un roman à cause de son auteur puisque je distingue toujours l'œuvre de la personne qui l'a écrite. Bref, Demain les chats se lit. C'est un roman sympa à lire sur la plage car l'histoire se lit vraiment très bien, elle est très fluide, le cadre est assez intéressant mais le comportement des chats m'aura fait soupirer de nombreuses fois. En effet, un chat ne pense absolument pas comme un être humain et je pense que Werber, très cher à ses thèmes de prédilection, ne s'est pas vraiment renseigné sur la façon dont marche réellement un chat. Du coup, il les humanise beaucoup et je dois avouer que ça m'a un petit peu agacé. Je trouve ça vraiment dommage, car le roman aurait eu plus de sens et aurait été plus percutant si Werber s'était un petit peu plus renseigné et aurait été un petit peu plus pointilleux sur le comportement des chats. Je me suis ensuite penchée sur Gaspard des Profondeurs de Yann Rambo, un livre peu connu que j'ai trouvé complètement au hasard dans une bouquinerie et qui m'a fait beaucoup de l'œil à cause de la poésie qui avait l'air de dégager du récit. Poésie que j'ai bien évidemment retrouvée dans ma lecture et qui a rendu l'expérience vraiment très agréable. Certes, ce n'est pas au niveau d'un Timothée de Fontbelle ou d'un Pierre Bottero, mais j'ai quand même passé un bon moment. Par certains aspects, j'ai pu voir quelques petites similitudes avec Quelques minutes après minuit de Patrick Ness dont j'ai pu voir l'adaptation au cinéma. C'est en effet un roman triste, très triste, mais avec une part de fantastique très onirique et belle. Par contre, vu les thèmes abordés, la complexité du récit, il y a quand même plusieurs points de vue, de mondes parallèles dans lequel le petit personnage se balade, je me demande vraiment s'il est adapté pour la jeunesse et si un enfant de 12 ans pourrait vraiment regarder, percuter, voir le récit dans son ensemble et en comprendre toutes les subtilités. Malgré tout, ça reste une belle lecture.
Après la fin de l'éternité, j'ai décidé de continuer l'histoire du futur d'Asimov en lisant Nemesis, qui m'attirait beaucoup. Là encore, ce fut une lecture géniale et riche en questionnements. Celui-ci est différent de la fin de l'éternité, mais reste tout de même très intéressant. Le sujet de la conquête spatiale est approfondi et pris dans un sens différent. On parle du rapport de l'humain à la Terre et de la vitesse d'expansion de l'humanité dans l'univers. Bien sûr, j'ai adoré, bien qu'il soit peut-être un tout petit peu plus difficile d'accès que la fin de l'éternité, puisqu'il y a plusieurs points de vue dans des mondes différents avec des concepts parfois très différents. Ça ne m'empêche pas de vous le recommander chaudement. Pour l'instant, Asimov ne m'aura pas déçu une seule fois. Je suis ensuite revenue à des œuvres plus légères, pour la jeunesse, avec La couleur de la peur de Mallory Blackman. J'ai passé un bon moment dans cette lecture, mais je dois avouer qu'avec le recul, je trouve qu'il manque quelque chose pour lier toute l'histoire. En effet, le roman est écrit comme un recueil de nouvelles avec un fil rouge qui est censé toutes les relier. Malgré que les nouvelles en elles-mêmes soient assez intéressantes, notamment celle qui justement prend la place de deux nouvelles qui auraient carrément pu faire un roman, j'ai trouvé le fil rouge incomplet et du coup ça tenait pas très droit. Finalement j'ai trouvé le tout plutôt incomplet et j'ai été assez déçue par ma lecture. J'ai ensuite découvert Video Games de D.B. Weiss, le scénariste de Game of Thrones qui m'a fait de l'œil à la bibliothèque. Je dois avouer que le mot qui ici le plus à ce roman, c'est bizarre. J'ai bien aimé la première partie, on est dans un humour bien absurde qui me plaît beaucoup, mais la seconde partie rentre dans une surenchère absolument débile qui casse tout le rythme de l'intrigue et du coup ça retombe comme un soufflé. Très vite, on va rencontrer un personnage complètement fou qui va vouer une passion à un jeu obscur et qui va se mettre à faire des choses pas très claires en relation avec le jeu vidéo. Et la fin du roman est pour moi complètement ratée, on entre dans une expérimentation qui aurait pu être réussie, mais qui pour moi est restée vraiment au stade de brouillon. Après cette déception, j'ai décidé d'avancer dans mes services presse en lisant Le 32 cendres de Aurélien Graal, qui est, si je me trompe pas, la suite de Aliénor, l'origine de toutes les haines, et qui a été proposée initialement au format épisodique sur Amazon. C'est un roman intéressant, mais pour moi l'été n'était pas forcément le bon moment pour s'y pencher. On y parle révolution avec un grand R, et comment un changement de régime en France pourrait tout changer du tout au tout. C'était plutôt divertissant et prenant, mais le livre a traîné dans ma lecture et je pense qu'il a petit à petit perdu de son ampleur. C'est plutôt un livre qu'on devrait lire d'une ou deux traîtres. En effet, c'est quand même une lecture plutôt complexe, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de personnages, beaucoup de sous-intrigues qui s'entremêlent autour d'un thème plutôt, voire même très politique. Il faut donc s'accrocher, mais si on retient un petit peu tous les questionnements qu'il y a, les thèmes, etc., c'est un roman très prenant car on se prend vite au jeu. J'ai ensuite décidé de lire L'année solitaire de Alice Oseman que mon copain m'avait prêté puisque je voulais le lire depuis pas mal de temps. Je pense que ce livre parlera à tous ces adolescents un peu geeks, solitaires, voire dépressifs, qui, malgré le fait que ce soit un cliché ambulant, hantent quand même les murs des établissements scolaires. L'année solitaire raconte l'histoire de l'une d'elles et il faut dire que j'ai trouvé ça plutôt touchant. Je me suis pour ma part identifiée au personnage de Tori et je dois dire que l'histoire, sans être folle, est quand même plutôt addictive. L'autrice a le point fort de mettre le doigt sur les problématiques adolescentes et surtout de les développer avec beaucoup de justesse et de sensibilité. Malgré tout, c'est pas un livre qui va rester dans les annales. Pour ma part, je lui ai préféré Audrey retrouvée de Sophie Kinsella, qui va traiter peu ou prou les mêmes problématiques mais avec une positivité qui fait chaud au cœur. L'heure est ensuite arrivée au service presse avec le second tome des Myrians de Guilhem Myrick. J'avais d'énormes attentes car j'avais adoré le premier tome et je dois dire que ces attentes ont été comblées. Loin d'être un tome de lent comme on en voit des centaines, celui-ci a la particularité d'être rempli d'action et surtout, on va beaucoup plus loin dans l'univers proposé. J'ai beaucoup aimé le trajet que prend cette trilogie et j'ai hâte de lire le troisième tome, qui est d'ailleurs actuellement en crowdfunding sur Ulule à partir du 27 septembre. Après cette bouffée d'action, j'ai décidé de m'offrir une petite pause avec le célèbre catalogue Walker and Down de Davide Morosinotto. J'ai beaucoup aimé ce petit road trip à travers les États-Unis déjanté et super prenant. C'est drôle, c'est super simple à lire, ça se lit fluidement et c'est surtout parfait pour la plage. Le livre est magnifique et comporte de superbes illustrations qui en plus servent à l'histoire. Et forcément, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'adore ce genre de roman, puisque j'avais adoré Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Ring, en grande partie grâce à ça. Puis j'ai lu le premier tome du mari de mon frère de Gengoro Takame. J'ai profité de mes vacances au bord de l'eau pour me remettre un petit peu au manga que j'avais délaissé ces derniers temps. J'ai bien aimé ce manga tout mignon qui traite de l'homosexualité au Japon, un thème qui est particulièrement intéressant puisque le pays n'est pas forcément connu pour sa grande ouverture en la matière. Il pose les bonnes questions
Et le côté militant, rassurez-vous, l'auteur n'est pas non plus hyper intrusif, est super bien fait et je pense même qu'il a pu aider certaines personnes à s'ouvrir un petit peu plus l'esprit. C'est une histoire très mignonne et très simple puisque c'est une histoire du quotidien qui met en scène une petite fille. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça tout mignon. Du coup, j'ai enchaîné sur le second tome, qui se lit tout aussi bien. J'ai tout autant aimé que le premier. Il ne se passe pas énormément de choses, mais mystérieusement, le tout est arrivé à m'accrocher et forcément, j'ai tout lu. C'est vraiment prenant, agréable à lire, c'est une petite pause mignonne qui m'a fait du bien. J'ai ensuite terminé le premier tome de Gypsy Book de Sophie de Mullenham, que je lisais en parallèle. La série est en fait composée de plusieurs one-shots avec un fil rouge, le Gypsy Book que les personnages de romans vont rencontrer. Dans ce premier tome, on fait connaissance de Pablo et de son frère dans un bidonville. Ce dernier va trouver le livre et va l'offrir à Pablo. Leur vie va alors basculer. C'est un roman fort en émotions, il y voit beaucoup de scènes fortes, malgré le fait que ce soit un roman jeunesse, un petit peu de philosophie de comptoir et surtout un espoir gigantesque qui fait vraiment du bien. L'histoire est intéressante, pour ma part j'ai accroché même si ce n'est pas la lecture du siècle. Si vous voulez réfléchir sans pour autant vous prendre la tête sur des questionnements et que vous appréciez les livres forts en émotions, je ne peux que vous conseiller ce livre qui est quand même très sympathique. Puis j'ai décidé de lire le troisième et dernier tome à ce moment-là en ma possession du mari de mon frère. J'ai bien aimé ce troisième tome qui est dans le flot du tout premier, c'est une histoire vraiment mignonne que je vous recommande. Je me suis ensuite penchée sur le recueil de nouvelles Le Monde tout droit réservé de Claude Eken. Pour la petite histoire, je pensais au début lire un roman, mais j'ai été surprise en voyant que c'était bien un recueil de nouvelles. Ici, Claude Eken a publié différentes nouvelles d'anticipation de toute forme et de toute taille. Comme dans la plupart des recueils, les nouvelles sont assez inégales en qualité, mais certaines m'ont quand même bien interpellée. La première nouvelle, par exemple, tente de comprendre comment fonctionnerait le monde si l'information des journaux télévisés et des journaux était copyrightée. L'unique raconte l'histoire d'une personne née naturellement au milieu de plusieurs dizaines de milliers de personnes nées avec des génotypes qui ont été contrôlés. Et enfin, il y a aussi la dernière que je trouve bon de vous présenter, La fin du Big Bang, qui est ma nouvelle préférée du recueil, qui montre un jeune homme qui est capable de naviguer entre des mondes parallèles sans s'en rendre compte. Si ces quelques petits mots vous donnent envie, je ne peux que vous conseiller de découvrir ce recueil de nouvelles qui montre des choses assez actuelles et plutôt réalistes. Après ce recueil de nouvelles quand même assez sombre, j'ai décidé d'aller sur quelque chose de plus léger, mais de quand même plutôt sombre, avec le premier tome de Réplica de Lauren Oliver. Le concept général du livre m'a beaucoup attiré à la base, puisqu'en fait il est composé de... Donc le livre est composé de 2 romans, et chacune étant une phase du livre. Donc vous êtes sur la première de couverture, vous avez le premier roman, vous allez à la 4e, qui n'est pas une 4e du coup, et vous avez la deuxième partie du roman, qui est en fait un deuxième roman. Après bien sûr c'est à vous de lire les chapitres et l'histoire un petit peu comme vous voulez. Moi j'ai décidé d'alterner les chapitres. Après bon, l'histoire est assez simpliste, c'est une histoire sympathique, mais je n'ai pas ressenti d'effect particulier pour les personnages. Le tout se devine assez aisément quand même. J'ai bien aimé cette lecture, mais j'en garderai pas un souvenir fou, puisque bon, c'est somme toute assez simpliste. Pour finir l'été avec des volumes un petit peu moins volumineux en pages, j'ai décidé de découvrir La différence invisible de Julie Dachez. L'auteur nous montre son syndrome d'Asperger à travers le personnage de Marguerite, la manière dont elle vit, la manière dont elle s'est fait diagnostiquer, et enfin, l'après-diagnostic. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée très simple qui retranscrit très bien le quotidien des personnes autistes. Elle s'adresse tout autant aux concernés qu'aux proches de concernés. Les concernés, puisque ça leur rappelle une fois de plus qu'ils ne sont pas seuls et ça leur permet de passer un bon moment en s'identifiant à un personnage qui leur ressemble. Et les proches de concernés, puisque ça défait certains stéréotypes qui ont de la peau dure et qui donc pourraient disparaître avec la lecture de cette BD. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont c'est illustré. Le dessin est vraiment très joli et j'ai aussi beaucoup aimé ce jeu de couleurs entre les nuances de gris, puis la couleur qui provient après le diagnostic. J'ai trouvé ça vraiment très bien vu et plutôt... Eh bien, ça retranscrit bien la réalité. Je vous recommande cette bande dessinée si vous vous intéressez à l'autisme ou si vous aimez lire le quotidien de personnes atypiques. En rentrant chez moi, j'ai profité d'une escapade à la bibliothèque en empruntant et en lisant du coup le 4e tome du mari de mon frère de Gengoro Tagame. Je vous en ai déjà parlé plus haut dans la vidéo, mais j'ai bien aimé le dénouement et je pense que c'est utile de vous en parler. Le manga est tout aussi mignon, il ne se passe jamais grand chose, mais j'ai encore une fois passé un très bon moment en compagnie de ces 3 personnages. Enfin, pour terminer mon été, j'ai choisi de lire le premier tome de Roseland de Nathalie Summers,
qui avait fait pas mal parler de lui à l'époque de sa sortie. Ce roman mélange allègrement Seconde Guerre mondiale et univers fantastique puisqu'il va nous présenter un univers parallèle au nôtre dont les conséquences vont avoir une action sur le monde réel, l'Ego-monde. Lucan, 14 ans, doit alors contre son gré aller dans cet univers parallèle pour provoquer la victoire du Royaume-Uni sur l'Allemagne. C'est une lecture vraiment agréable que je ne peux que vous recommander. L'univers est bien fichu, original et enchanteur, et j'ai hâte de voir comment l'auteur s'est débrouillé avec tout ça dans le second tome. L'histoire est entraînante, je me suis vite laissé happer par le destin de Lucan, malgré que ce destin soit quand même assez peu original, puisqu'on revient dans les travers où un adolescent doit sauver le monde. On s'attache quand même au personnage de Lucan qui va vivre 1000 choses dans ce premier tome. Pour moi, c'est un bon début de saga et je lirai la suite qui dort tranquillement dans ma palle. Si vous aimez la Seconde Guerre mondiale et que les romans trop historiques, trop réels vous rebutent, je ne peux que vous conseiller Rosland qui quand même vous donnera votre part de rêve tout en restant quand même ancré dans la réalité et donc dans ce sujet qui est censé vous intéresser. Voilà, c'est tout pour ma review rapide de mes 25 lectures estivales. Ces 2 mois ont été vraiment très riches en lecture et en découverte, et malgré qu'il y ait eu quelques ratés, eh bien le tout m'a quand même enjaillé au plus haut point. Néanmoins, si vous deviez en retenir 5, ça serait La fin de l'éternité, le célèbre catalogue Walker and Down, Une brève histoire du La différence invisible et L'Arabe du futur. J'espère sincèrement que ces mini-chroniques vous donneront 1 ou 2 idées pour vos futures lectures. Et surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, c'est toujours encourageant et j'aime bien parler lecture avec les gens qui passent par là. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.